Service Pelletier-Gosselin, c'est notre partenaire chez les Montagnards. Si vous avez une petite organisation ou une association qui a besoin de support pour son administration, pour ses finances, pour la gestion de son membership, contactez-les, Service Pelletier-Gosselin, le partenaire des associations. C'est grâce à eux qu'on réussit à faire rouler les Montagnards et on les remercie. Bon podcast, tout le monde. Je vais essayer de siffloter un thème. Ça va peut-être être plus intéressant. Ouais, hey, bonjour. Va falloir se trouver un thème. Il va falloir se trouver un thème, ouais. Je pense pas que c'est moi qui va le faire à sifflette, par exemple. Anyway. Bienvenue à l'émission tout le monde. Donc, revue de match cette semaine, ainsi que game preview qui s'en vient. Gros match rouge et or contre bleu. Avec moi, comme à la plupart des semaines, la responsable des communications des Montagnards et le couteau suisse des Montagnards. Et par ça, je veux dire qu'elle a généralement un ouvre-bouteille de cachet à quelque part. Tamélia Ikadi, bonjour. Salut. Et également avec nous, le gourou des entrevues et un homme qui est tellement tatoué Montréal que pour qu'il accepte de porter un morceau de vêtement, il faut que ça ait été cousu sur le sommet du Mont-Royal, béni à l'Oratoire Saint-Joseph, trempé dans la farine Five Rose et lavé dans l'eau du parc La Fontaine. François Mathieu, bonjour. Yo, la base. Hein? C'est ça. La base. C'était élaboré, mon affaire, cette semaine. Hein? Ouais. Bienvenue tout le monde. Donc, on a eu une belle fin de semaine de football humide à Concordia. François, Tam, vous étiez là. Vous êtes-vous remis de votre humidité? Faudra en parler à Carl. Moi, ça allait. Là. J'étais habillé en conséquence. Fait que j'étais au sec. Là. Mais, Carl, il a ratatiné. Hein? Ouais, il avait les mains complètement gercées. Ouais. Fait que ça risque d'être quelque chose. J'étais bien habillé, mais il y a un moment où ça passe au travers. Fait que, mon bon vieux perméable jaune était... on était humide en dessous, là, mais c'était pas si vrai. Il y avait beaucoup de parapluies. Moi, je l'ai regardé. Parapluies dans les estrades. Moi, j'ai regardé sur le stream de Concordia, qui était quand même bien, sauf qu'il y avait un seul angle de caméra, mais ça, c'est ce qu'on peut s'attendre pour un stream universitaire. Mais ça a fait le travail et je suis sorti de là complètement sec. Quelle surprise. Je vais faire un petit récapitulatif de match comme on fait souvent. On a trouvé, je pense, quelques petites images, là, Tam, sur Instagram. Là. Mais en gros, un match qui a statistiquement été serré, mais moi, je n'ai pas l'impression que sur le terrain, c'est comme ça que ça s'est ressenti. Première séquence du match, Sénécal, deuxième passe du match, je trouve Hassan Dosso sur 59 verges. Longue course pour faire 7-0 Montréal. Concordia répond presque instantanément. 3,55. Salvaille, qui reçoit la passe de Roy, complète une poussée de 85 verges pour l'égalité. Concordia, plutôt Montréal concède un toucher de sûreté qui donne 2 points à Concordia. Michael Harpin, avant la fin du quart, sur 38 verges pour faire 19. Ensuite, début de deuxième demi, Bertrand Beaulieu complète une série de 78 verges avec son premier touché. 17-9 Montréal. Michael Harpin qui va chercher sur le botté d'envoi suivant, va chercher le rouge. Clairement, le terrain était en angle parce que ça fut tout un botté de réussir à sortir ça de la zone de début. Ensuite, Concordia qui revient avec Adrienne Gay, une verge, 18-16. Et finalement, Concordia concède un toucher de sûreté. Donc, à la demi, on est 20-16 Montréal. Et en deuxième demi, ben là, on a probablement entendu les derniers coups de canon de Concordia pour le match. Il n'y a que les Carabins qui s'inscrivent. À 5-12, Bertrand Beaulieu, Bay avec un 5 verges pour son deuxième du match, 27-16. Stevens de Concordia, 27-19. Et là, on rentre dans le quatrième quart, un simple de Panverne et un placement de 3 points de Harpin pour un score final de 31-19. Madame, monsieur, vos impressions? Je te laisse aller, Tam. Ben, la première chose, c'est j'ai été surpris de voir Sénécal en uniforme et partant. Avec les conditions météorologiques, ça a été ma première surprise. Surtout au premier puis au deuxième quart, entre la fin du premier quart puis le milieu du deuxième quart, c'était vraiment là où la pluie était le plus intense. On s'entêtait à y aller par la passe, puis on l'a vu ça a été plus ou moins efficace.
Sinon, il y a eu beaucoup de retours au jeu. Je pense que les 2 semaines de congé ont fait du bien. Il y a Copeland qui est revenu, Perrier qui est revenu, Lemay sur la ligne offensive qui est revenu. Il ne jouait pas au centre, par contre, il jouait comme garde. Tommy Mercier sur la ligne défensive qui est revenu. Je pense que ça a fait du bien à la défensive. Le retour de plusieurs joueurs. Dans l'ensemble, moi, j'ai bien aimé le match. On a encore un peu manqué d'opportunisme à certaines occasions dans la red zone qui ont fallu se contenter de placement, mais ça, c'est notre leitmotiv depuis le début de l'année. Sinon, Bébé a encore eu une super bonne partie. Sénécal, content de voir que son bras est en forme et qu'il les passes profondes. C'est des passes à plus haut risque, c'est sûr qu'il en a manqué quelques-unes, mais qu'il n'avait pas peur de le tenter quand même. Sinon, moi, mon mot négatif sur cette partie-là, c'est sur le marqueur de Concordia, qui pendant tout le premier quart, le temps roulait non-stop. On a perdu 5 minutes de jeu comme ça, parce qu'il n'arrêtait pas le chrono sur le board. Jamais. T'es habitué avec les petites ligues, lui-là. Oui, non, c'est ça. Puis les arbitres, encore quelques problèmes, mais ça, je pense qu'ils ont des problèmes avec à trouver de l'effectif. Donc, je pense qu'il y a des gens qui, normalement, referaient pas de l'universitaire ou qui n'ont pas nécessairement l'expérience ou le bagage pour le faire. Là. C'est mon humble avis de l'extérieur. Ouais. Mais dans l'ensemble, ça a été un bon match. On va commencer comme ça. Ouais. Tu vois, moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est la performance de Concordia. Depuis le début de l'année, là, puis vous m'avez entendu parler là, que la dernière fois, la semaine passée, ils jouaient contre le Rouge et Or, puis je vous l'ai dit, la bulle va exploser, la ballon va exploser à ce moment-là. Moi, je ne les avais pas trouvés extraordinaires contre nous autres. Je pense que plus que c'est le Carabin qui avait perdu, plus que Concordia qui avait gagné lors de la partie au Sepson. Par contre, cette partie, je les ai trouvés beaucoup plus rodés. L'attaque aérienne est vraiment bonne. Le petit Roi, s'il ne gagne pas le Rookie of the Year, mais bien qu'il ne peut pas parce qu'il a joué, mais il faut qu'il soit MVP. Moi, je pense qu'il va peut-être, il est en nomination pour le Creighton au Canada. Moi, je pense qu'il est un solide candidat. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il a été excellent et encore une fois, il a été excellent. En gros, là, je pense que Concordia étant un jeu au sol qui a du sens de devenir... Parce que s'il n'avait pas mouillé, ça aurait été une toute autre game. Ah, totalement. Mais ils n'ont pas vraiment de jeu au sol. Là, là on pourrait regarder... Là, à part Laval, il n'y a aucune équipe au Québec qui a un jeu au sol. Ouais, François, je vais te le donner. Là. Tu vois, Concordia... Le rushing, là, c'est lui qui a le plus de verges au sol. Donc, exactement, 65. Lui, il a 65, donc c'est la moitié des verges au sol de Concordia pour le match. Le second, c'est Morancy avec 8 courses pour un total de 46. Puis après ça, ben là, ça tombe rapidement. C'est ça. Puis Adrien Gay, c'est le deuxième quart arrière qu'ils mettent toujours pour faire du style Wildcat. Là. Bon, mais c'est ça. Donc, j'ai été impressionné par l'attaque de Concordia. Suite au toucher de Sénécal avec Dessau, je pensais qu'on venait de leur casser les reins. Pas du tout. Roy, face au vent, là, je vous rappelle qu'il était face au vent. Non, il avait non, à ce moment-là, il l'avait dans le dos. Il avait le vent de son bord au premier puis au troisième. Le vent allait dans le fond. Ouais, puis tout de suite, la réplique, une réplique parfaite. Là, le jeu était vraiment beau. Ils ont fait une coupe de toucher. Ah ouais, ils ont fait une coupe de belles drives. Mais je pense pas. Puis, tu disais en entrée que tu avais l'impression que le pointage est plus serré que la réalité. Je suis d'accord aussi. Je pense qu'à aucun moment dans la partie, on s'est dit les Carabins risquent de perdre. Les Carabins vont s'effondrer comme ils ont fait la première partie. Ils ont eu le contrôle de la partie tout le long. Ça aurait pu... excuse-moi, si ça n'avait pas été de la pluie, les débits ont échappé combien de ballons? Copeland a échappé 2 ballons. Il y avait 3-4 interceptions là, sûres. Là, vous allez me dire, bon, ben, si ils ont échappé à cause de la pluie, probablement qu'il aurait été bien lancé s'il n'y avait pas eu de pluie. Vous avez raison. On parlait de Bertrand Beaulieu. Non, il a échappé 3 ballons, dont 2 recouverts. Ça a fait des turnovers. Un dans la zone début. Un là-dessus que c'était Sénécal, par contre.
T'as peut-être raison. Un Sénécal, c'est un Beaulieu. Oui, il est listé à Sénécal. OK, bon, ben, tu sais, donc, à un moment donné, les Carabins avaient les mains pleines de pouces, là, tu sais. Fait que. Concordia aussi échappé 2 interceptions. Ouais. Il y en a eu des ballons échappés dans ce match-là. Il y en a eu. Des passes échappées qui n'ont pas apparu, mais les 2 corps arrière sont à peu près à 50% de passes complétées. Puis pour 2 corps arrière de leur calibre, c'est inhabituel. Donc, les éléments, c'est certain que ça a joué lourd dans cette partie-là. Même nos joueurs, là, tu vois la différence entre le lancer de Moran et de Sénécal. Sénécal, c'est un zip. Là. Des fois, on dirait qu'il lançait trop fort pour la température qu'il y avait. Fait que ça glissait entre les mains du receveur. Moi, j'avais cette impression-là. Son pic, c'est ça. Son pic, c'est exactement ça. C'est ça. À passer à travers le receveur. Totalement, là, j'allais dire aussi la même chose. L'interception qu'on a eue, que Concordia a attrapée, c'est comme ça. Ça passe entre ses mains et c'est tombé dans les mains de. Littéralement, là, parce qu'à un moment donné, il lançait tellement fort que ça n'avait aucun sens. Vous vous souvenez de la passe, à un moment donné, Sénécal, je pense que c'est en 3e. Non, c'est au 4e quart. Il déborde, puis il est rendu sur le bord. Puis à la dernière seconde, avant de sortir du jeu, il a lancé, je ne me souviens pas, c'est probablement dessous. Je pense qu'elle a sorti ou est restée, celle-là? Non, il l'a attrapé. Elle a été attrapée. Mais un laser. Mais aussi, Sénécal, les 12, comme 50% de completion, ça a vraiment été sa meilleure partie. C'est ça, les deux ont autour de 50%. Je sais, mais Sénécal ne nous a pas habitués à ce genre de football de toute sa carrière. Et je ne parle pas de sa carrière universitaire, de as a whole. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que c'est peut-être sa pire partie. Mais au 4e quart, il y avait beaucoup, beaucoup de rafales de vent pendant les jeux. Puis tu voyais que même les DB, ça va ajuster. Puis là, il y avait une rafale de vent, puis ils étaient tous en dehors du jeu. Fait que je pense qu'il y a eu un facteur pour les 2 QB à ce moment-là, surtout quand Concordia essayait de remonter au 4e quart. J'ai parlé à Copeland après la partie. Bon, ben, j'aurais aimé ça faire des entrevues, mais j'ai pogné Copeland, mais le micro a pogné l'eau. C'est plate à dire, là, mais il mouillait tellement que mon iPhone marchait. Mon iPhone était correct, mais mon micro, le son piquait. Le son était dégueulasse à cause qu'il était trop humide. Puis là, avec les règles COVID, vous le savez, là, je ne peux plus être sur le terrain et aller chercher les gars, donc il fallait que je sois à la sortie. C'est belle fun, mais les gars ont sorti sur 2 endroits. Pendant que je suis en train de parler à Copeland, je voulais interviewer Bertrand Beaulieu, qui est sorti sur l'autre côté. Je ne sais pas s'il m'a entendu, mais à un moment donné, je le vois rentrer des gars. Les gars étaient mouillés, ils sont rentrés. J'avais beau leur fournir des parapluies, il y en avait là. Il devait être lourd. T'imagines-tu tout cet équipement-là dans une piscine, là, carrément? Là. Mais il y avait surtout froid. Là. À la fin, là, je te dis, il commençait à avoir froid. Donc, je parlais à Copeland, puis j'ai posé la question justement parce que je voulais aller le voir puis rire un peu de lui. J'étais content de l'avoir de retour, mais je voulais surtout rire de lui parce qu'il avait échappé 2 ballons. Lui, il rappelait que c'était pour ça qu'il était demi-défensif et pas receveur. Ça, il l'a trouvé moins drôle. Moi, je le trouve tout le temps drôle quand je l'ai vu. Mais j'ai posé la question, moi, si la pluie, c'était une problématique. Il dit, tu sais, non, pour nous autres, pas. Il dit, non, si le vent était une problématique, il dit, c'était une problématique, mais pas pour nous, les demi-défensifs. C'était une problématique pour les receveurs. Parce que pour nous, dans les faits, ça nous a aidé. Les ballons partaient avec le vent, puis décollaient complètement, puis s'en allaient n'importe où. Fait que nous autres, ça nous facilitait la job parce que le vent nous aidait. Mais la pluie a fait que ça a glissé. Il dit, j'ai enlevé mes... Alors que quand on parlait avec Chabot nous a dit que ça ne posait pas de problème, le vent et la pluie pendant cette partie-là. Il a connu toute une game, là, Chabot, là, le nombre de fois qu'il a défait, déplaqué. Ça paraît qu'il a pris du muscle dans l'entre-saison. Il est beaucoup plus efficace. Chabot, là, juste pour dire, puis je voulais en glisser un mot, les unités spéciales. Chabot, 9 retours de dégagement. Il était occupé. Pourtant, juste un catch dans le match en offensive. Mais Boulanger, sur les retours de Botté, il en a fait une coupe de solide, là, son plus long de 51 verges. Il a manqué de se pousser sur le plus long. Il a échappé le ballon, maintenant. Oui, mais écoute, il y a eu une couple de bons retours. Puis à un moment donné, moi, c'est ça, celui qui s'est fait arrêter, je me dis, bon, il va passer à travail, il va être joueur de la semaine au Canada, ses unités spéciales. Ça prend juste un retour de Botté. Oui, mais juste un. Les batteurs ont eu une bonne game, moi, je trouve. En Verne, le placement de ballon était excellent. Il a profité du vent dans le dos pour faire un rouge, pour faire des bottées de plus que 50 verges. Arpin, quand il était en jeu, il a fait la job. Arpin m'a impressionné encore, mais c'est exactement pas en Verne.
face au vent, et puis là, c'était des rafales. C'était vraiment pas des conditions faciles. Là. Pour non, nous parce autres, qu'on l'a vu du côté du batteur de Concordia, quand il était face au vent, il perdait un 15 verges facilement sur son botté. C'est ça. Là. On s'est rendu compte que pour nous autres, c'était quelque chose. Là. Comme nous autres, étant les spectateurs, mais les joueurs, c'était aussi quoi? Là, c'était pas évident. Je me serais attendu vraiment là, à avoir que du jeu au sol. Puis, dès le premier jeu, les ballons se sont mis à lever, complètement. Ça a été relativement une bonne partie, là, on va se dire. Un autre point, moi, c'est l'animosité. Là, à la fin du troisième quart, quatrième quart, là, il y a beaucoup d'échauffourées. Le 3 de Concordia, on dirait qu'il faisait que piquer les joueurs, pousser les joueurs de Montréal après le sifflet. Il y en a même spiké un sur la jambe. Ouais, le John Doe, là, il a pogné une pénalité. C'est pas John Doe, là, il s'appelle Michael Assi-Buot. Ouais, comme son nom n'était pas sur le line-up, on l'a appelé John Doe. John Doe toute la partie. Mais effectivement, là, lors d'un botté ou un retour de botté, il a pitché le ballon à l'arbitre ou directement sur le batteur. Oui, directement dans le visage. Il a pogné une pénalité aussi. Oui. Les pénalités, c'est quoi? J'ai l'impression qu'à un moment donné, je pense qu'à la première demi, il n'y avait pas de pénalité. Il y avait une pénalité seulement. Ça a fini avec. Ouais, ils ont été. Moi, une chose qui me tanne, ça fait 2 fois qu'on joue contre Concordia. Pénalité, oui. Plusieurs fois qu'il y a un de leurs receveurs qui est offside et c'est jamais calé. Puis, ce receveur-là, c'est lui qui reçoit le ballon. Si t'es pas impliqué dans le jeu, je peux comprendre que tu laisses passer le offside, là. Mais quand c'est lui qui attrape le ballon, j'ai un problème. Les pénalités, c'est Montréal 12 pour 132 verges, Concordia 10 pour 111. Donc, c'est relativement élevé, mais c'est assez équivalent. Juste pour finir, je vais me corriger. Carl Chabot, c'est une course, 2 passes pour 40 verges. Et je veux juste mentionner Bertrand Beaulieu, 21 courses, 158 de gains, 2 touchés. La moyenne est à 7,4. Grosse game. La plus longue est à 40. Ouais, grosse game au sol. Là. Il a roulé. Là. Fait que c'est le fun de voir. Lui, la ligne s'améliore à chaque match. Ouais, mais lui, ce qui m'impressionne, là, puis on en a parlé toutes les fois qu'on parle de lui, je reparle la même chose l'année passée, quand il jouait, c'était un coureur en puissance, en ligne. Là, il s'est découvert un speed, puis là, il s'est découvert des shake and bake, là. Il y a le shake and bake, là. Il s'est trouvé des cotes à la retransonnée. Oh oui. C'est l'amélioration de match en match. Il assimile. Ouais. Puis ça paraît. Moi, j'aime ça. Je dis ça augure bien pour le mois de novembre. On est à un rythme Jean Giraud d'avoir un jeu au sol imbattable. D'avoir un one-two punch comme Laval. Ouais. All right. Parlons rapidement de ce qui s'est passé dans la vieille capitale. 45-2 Laval contre Sherbrooke. Sherbrooke a réussi à surprendre Laval une fois. Ce n'est pas arrivé dimanche. Pas grand-chose à dire. Sherbrooke n'a pas réussi à avancer le ballon du tout. On parle de 113 verges nettes d'attaque pour le match au complet. Je vous rappelle que Bertrand Beaulieu dans... Puis Laval a été... pas que Laval a été Laval, mais Laval a enfin utilisé les armes qu'il a à sa disposition. Exactement. Soit courir et utiliser Mittal. Et voilà. On jurait depuis 3 semaines. On jurait qu'ils nous ont écoutés. Ouais. Ils sont revenus littéralement à ce que Laval a toujours été, ce qui veut dire qu'ils sont revenus à leur identité. Une grosse O-line qui est punitive, qui permet d'aller gagner des gros gains au sol. Allez voir les statistiques de Yannick Mars, là. C'est pas lui qui a touché, mais c'est lui. Hey, il y a 10 courses pour 120 verges. C'est 12 verges par course en moyenne. Hey, François, il était à 14 courses, 154 pour 11 de moyenne. Puis Perrier, c'est lui qui a ramassé les touchés. Il y en a 2. Lui est à 20,2 de moyenne, 4 courses pour 85. 318 d'attaque totale pour Laval. Celui qui a vraiment fait avancer, c'est Mars. Là. Oui. Mais là, exactement. Là, ils ont utilisé leur force. Ils se sont dit, on a une grosse O-line, puis on a des solides bons porteurs. La défensive va être agressée. Le QB du Varéor qui s'est fait ramasser, puis qui est sorti sur plusieurs séquences aussi, que ça n'a pas aidé l'offensive du Varéor.
partie-là. Non, c'est ça. Laval, c'est trouvé. Robichaud était. Il a essayé de revenir dans le match 3 fois. Là. Mais je l'ai listé, moi, 10-10, ce qui a comme presque aucun sens, mais apparemment. Mais il y a pas, c'est ça, il y a juste 10 tentatives dans le match. Donc, non, ça n'a pas été une bonne journée pour Sherbrooke. Non. OK. On va faire un petit tour rapide dans le U-Sports aussi, juste voir ce qui se passe dans le reste du Canada. Des surprises un petit peu partout. C'est surtout les gros programmes souvent qui nous intéressent. Là. On va commencer peut-être. François, tu étais allé dans l'Atlantique, tu étais allé voir Bishops la semaine passée. Ils sont allés chercher une deuxième victoire de l'année. Très, très courte victoire. La plus courte qu'on peut avoir. C'est pour la deuxième semaine de suite. Ils gagnent par 1 point. Donc, remonte légèrement dans le classement. Là, se place pour les éliminatoires au moins. Moi, j'ai bien aimé l'initiative de Football Canada cette semaine qui ont fait un Red Zone Day. Fait que sur YouTube, ils ont fait comme un peu un Red Zone avec la NFL, l'émission Red Zone. Fait qu'il y avait Mullen qui était là avec 2 invités. Puis il passait les matchs, puis il changeait selon les jeux. Fait que moi, j'ai écouté ça quand je suis revenue de la partie pour avoir le résumé des matchs. Je trouvais que c'est une belle formule. J'espère que ça va être répété parce que c'est le fun. On pouvait voir les matchs dans l'Ouest qu'on ne peut pas voir normalement vu que c'est payant. Non, c'est ça. Puis qu'il n'y ait pas trop de games le dimanche parce que ça tue le principe. Ouais. Si on peut être en même temps, c'est plus là, fun. il y avait juste Laval qui jouait le dimanche. Mais ouais. Dans l'Ontario, Queens qui continue de surprendre. 45-0 contre Carleton. What the hell? Et la seule équipe qui a de l'allure dans l'Est. Oui. Dans la division Est. Parce qu'à part de ça, c'est très difficile. La division Ouest, normalement, pas mal toutes les équipes auraient fait les séries, alors que là, dans une saison écourtée de 6 matchs, McMaster les fera probablement pas. Guelph est dans le petit milieu. Ouais, puis, Western, ça roule, là, les poneys qui continuent à courir, donc ça, il n'y a pas de problème. Dans l'Ouest, une surprise, Calgary a perdu alors qu'il menait à la demi, je pense que c'était 15-2. Ils ont perdu. Je ne suis pas prêt à dire que c'est une surprise. Moi, les Bisons sont ont comme été déclarés la meilleure équipe de l'Ouest, même avant le début de la saison. Là, c'est l'équipe à maturité. Oui, mais Calgary a un QB vétéran. Ouais. Ils ont une équipe vétérante. Quand tu mènes par ce score-là, tu ne devrais pas perdre un match. Je suis d'accord, mais regarde les points. Tu sais ça, mais. Non, je suis d'accord que pour moi, l'équipe dans l'Ouest en ce moment, c'est les Bisons. Les Bisons sont faits. Les Bisons sont fait scorer 20 points par les Dinos, puis ils ont juste 54 points contre, là, ce qui veut dire qu'en 2 parties, ils donnent pas de points. C'est ça qui arrive. Là. Puis vous le savez, là, dans l'Ouest, ça finit tout le temps dans des scores complètement débiles. Mais ça devrait être une de ces 2 équipes-là qui sort de l'Ouest quand même. Là. Mais en termes de classement canadien, je m'attends. Les Dinos étant par-dessus Manitoba, ce qui va probablement changer cette semaine. Ça reste, OK, mettons un upset mineur, disons. Moi, ce que je trouve juste drôle, c'est de voir UBC en fond de peloton. Puis ils ont gagné en plus. Là, ils perdaient par 20 points, puis ils sont revenus, puis ils ont gagné 31-30 contre les Rams. Ah, ça me fait toujours plaisir de les voir dans le fond d'un. Mais moi, j'ai vu un commentaire intéressant en écoutant justement le Red Zone, c'est que la majorité des joueurs en Colombie-Britannique jouent leur civil avec les règles du football américain et non pas du football canadien. Fait qu'ils ont de la misère à recruter des joueurs, puis avec le coût de la vie à Vancouver, c'est difficile de les maintenir longtemps à la même place. C'est Simon Fraser qui joue dans NCAA. Ouais, donc déjà, il y a un partage. Mais même au scolaire, vu qu'ils sont proches de la frontière, ils vont souvent jouer des matchs amicaux. Oui, mais c'était la raison pourquoi Simon Fraser, justement, était parti. Parce que, il disait, nos coachs sont américains, on est une université qui a beaucoup d'étudiants américains. Justement, là, c'est ce sport-là. Donc, c'est plus facile pour nous autres de recruter si on joue du football à 4 à cause de ça. Là. Parce qu'avec la frontière fermée, ils n'ont pas réussi à recruter comme ils voulaient. Là. J'imagine. Mais je dois avouer que j'ai perdu le décompte de Simon Fraser quand ils ont décidé de s'en aller. Ça marche bien pour tous les autres sports sauf le football, en fait. Trop compétitif. Ouais. On va se faire un petit avant-match
Rouge et or, ça fait brun. Contre bleu, donc c'est... Québec, c'est en banlieue de Lévis. Donc, gros match au Sepsum. Cette fois-là, on a l'avantage du terrain. Les Carabins étaient allés battre le Rouge et or à Québec en début de saison. Est-ce qu'on doit s'attendre à la même chose? Moi, je vais dire en mille non, parce que les deux équipes se sont énormément transformées depuis ce temps-là. Ça ne fait que quelques semaines, mais quand même, on a des équipes qui ont évolué beaucoup, surtout avec la bande de nouveaux joueurs. Donc, deuxième affrontement, est-ce qu'il y a une équipe qui a un avantage ou est-ce qu'on recommence tout à zéro? On recommence tout à zéro. Moi, je pense qu'on recommence tout à zéro. Puis là, tu sais, j'allais dire, ce qui va être important, c'est jouer le différentiel, mais le différentiel, c'est d'un point. Moi, je pense que Laval a le vent d'un voile, présentement. C'est littéralement celle qui s'est améliorée le plus. Laval est Ils ont le 1-2-3 punch par la course que nous, on n'a pas. Nous, c'est Bertrand Beaulieu. Exactement. Puis c'est ça. Donc, il faut s'attendre à ça. Il faut s'attendre. Donc, depuis qu'ils ont fait leur changement, depuis qu'ils ont eu leurs deux défaites. Depuis leur défaite contre Sherbrooke. Oui, c'est ça. Puis le deuxième, ils ont eu littéralement le pace. Tout est reparti. Là. On repart complètement au complet. Donc, ils ont décidé, ils sont venus à leur identité normale, ce qui veut dire le jeu au sol, la défensive est plus étanche. J'ai l'impression que pas Fortier, mais que Etier s'est fait brasser un peu par Constantin pour lui dire là, tu vas ouvrir ton livre de jeu, tu vas arrêter ton niaisage. Tu as un corps arrière, tu as un vrai corps arrière qui a un bon bras qui est capable de courir. Leur nouvelle arme secrète, Robitaille, qui s'amuse à faire du wildcat. Tu sais, là, ils ont rouvert le livre de jeu, mais ils sont redevenus. Parce qu'il utilisait dans le passé Robitaille sur le Wildcat, mais il ne l'avait pas fait depuis le début de l'année. Exactement. Puis là, il est plus jeune. Donc, il faut s'attendre à énormément de jeux au sol. La dernière fois, ils n'avaient pas été capables d'établir leur jeu au sol. Puis c'est ce qui avait fait qu'on les avait battus parce qu'ils se sont mis à jouer du football de rattrapage. Puis peu importe. Ça va être la clé de contenir leur jeu au sol. Si on est capable de contenir leur jeu au sol, puis qu'il y ait tout le temps des deuxièmes et longs, il va falloir frapper tôt. Là, j'ai l'impression que c'est ce qu'on fait depuis le début de la saison avec Sénécal. On l'a vu la semaine passée. Direct la première drive, on l'a sacré dans le fond à de saut. On avait fait la même chose contre Concordia à Montréal. Donc, de jouer cette carte-là, de tout de suite frapper très fort et après, par la suite, ils n'auront pas le choix de lever la balle parce que quand tu fais du football à rattrapage et tu essaies de jouer au sol, même si tu as des moyennes de course à 11-12, tu sais, la défensive de Sherbrooke... Rappelons-nous la Dunsmore 2019, c'est ça. On a pris les devants par beaucoup tôt, puis ils n'ont pas été capables de revenir parce que leur livre de jeu est conçu pour du court. Mais avec Mittal, maintenant, ils ont... Mittal, là, ils sont plus diversifiés. Faut rendre le ballon ils peuvent aller sur le long... Exactement. Ils ont les armes pour le faire. Donc, moi, je m'attends vraiment à ce que dès le début, le Rouge et Or ils vont probablement vouloir lancer le ballon comme ils faisaient avant et tirer la défensive pour par la suite nous écraser. Il faut plier, mais pas casser, puis les forcer à botter. Leur botteur de précision, une saison so-so, si on est capable de les maintenir autour du 30-35, ils vont laisser des points sur le terrain. Le type de défensive que les Carabins jouent avec un 3-4, il va falloir que les secondaires, là on a Broderick là, qui est super fort pour le jeu au sol, là, mais il va falloir que le centre soit imposant. Là, on a le français, là, numéro 98, là, qui est sorti de nulle part, qui est un gros bonhomme. Mignot qui est excellent, mais il y a encore une maillotche pour arrêter les gros porteurs de ballon rapides. Il va falloir trouver, c'est ça, il va falloir réussir à rentrer la boîte. Mais avec le retour de Mercier, ça va aider aussi, là, d'être voir Mercier, le Meux Cardinal, Frontenor. Tu as raison, mais il y a la problématique, c'est que si tu mets Mercier puis le Meux Cardinal sur les ailes, ils vont vouloir aller sur le côté, ils vont mettre beaucoup de pression sur Desjardins. Desjardins, c'est un immense bonhomme qui a des très bonnes jambes. Je vous l'ai dit, il ressemble à Hugo Richard, il est dur à plaquer, puis il court vite, il va rentrer dans le centre, puis il va nous faire mal avec ses jambes. Donc, il va falloir que les secondaires ne soient pas trop lognés. Ça ne sera pas facile. Ce n'est littéralement pas la même équipe qu'on a affrontée au PEPS. Non. Il va falloir frapper fort,
frapper vraiment fort et rapidement. Il va falloir que nous autres aussi, sortir du bon vieux Bertrand Beaulieu, puis surtout ne pas avoir peur de, si la course ne fonctionne pas, bien, de continuer avec la course. Parce qu'à un moment donné, c'est pas parce que ça marche pas que ça va pas marcher, puis de le rentrer. Le retour de Bessette puis de Lemay, moi, ça me permet de penser qu'on va être capable de courir. Bessette est excellent justement pour pousser à l'intérieur, pour créer des... Mais là, on joue contre une grosse équipe. Je m'attends à une partie vraiment, vraiment chaudement disputée, mais... as usual entre les deux équipes. Ouais. Puis probablement à bas pointage encore, malgré toutes les armes offensives. Tout va dépendre de la météo cette journée-là. Moi, je pense qu'il pourrait avoir des points sur le tableau. Je pense que ça pourrait être un score plus élevé, comme on a fait notre première prédiction pour le match. Le score pourrait être un peu plus élevé. Moi, j'ai plus comme feeling que les tranchées vont se refermer. Je pense que les deux équipes ont un jeu au sol efficace présentement. Donc mais les deux équipes sont capables de faire des jeux explosifs et des passes longues. Je pense ce que je dis, c'est que la stratégie défensive va être probablement justement de limiter les gains au sol des deux côtés, puis de forcer l'autre équipe à passer par-dessus la ligne puis étirer la défensive. Des défensives qui sont quand même rapides puis qui frappent. Donc, il y a beaucoup de similitudes. Puis ça, je pense que ça va être un peu une espèce d'effet de neutralisation. Mais ça, on l'a vu dans tous les matchs entre les deux équipes. C'est le positionnement sur le terrain à la fin qui détermine, puis l'opportunisme aussi, là, qui détermine qui va gagner. Donc, serré, comme à l'habitude, c'est certain. Un des points, ça va être l'utilisation des deux petits biscuits. Donc, savoir qu'est-ce qu'ils vont faire, les deux frères Bretons, les Bretons Robert, les petits biscuits. Il est en uniforme à la dernière partie, puis on les a presque pas vus. Ben, c'est normal, c'est le retour. Puis, tu sais, là, présentement, tu roules pas une... Je pense que les deux porteurs de ballon en puissance ont fait la job. Là. On peut s'attendre à ce que Laval nous sorte un ou deux jeux truqués pendant cette partie-là pour pouvoir essayer de chercher l'avantage. Puis le gros avantage, c'est qu'on a du tape avec la game contre Sherbrooke, mais moi, je suis à peu près sûr que contrairement contre Sherbrooke, ils ne vont pas y aller tout de suite au sol. Ils vont vouloir lever le ballon et tirer la défensive. Ils vont revenir au jeu classique rouge et or, étirer la défensive le plus possible. Ils ont les éléments pour le faire et après, ils vont mettre le jeu au sol. Ça va être à la défensive du moustachu de contrer ça. All right. Donc, c'est dimanche le match. Dimanche. Donc, samedi. Donc, trompez-vous pas de journée. Ne vous trompez pas. Ouais, c'est ça. Hein? Je ne sais pas si on leur a piqué des jeux, mais on leur a piqué un move au niveau marketing, ça c'est certain. Je ne sais pas si c'est une volonté de TVA Sport d'aller sur le dimanche. Pourtant, face à face avec la NFL, il me semble. Moi, j'aime pas ça parce qu'on joue après ça le vendredi. Ça laisse juste 5 jours de congé entre les deux matchs. C'est un choix. Surtout que Laval va être en bail la dernière semaine. C'est ordinaire en sacrifice. Je comprends pas le move marketing de mettre ça un dimanche. Il y a peut-être une autre raison technique que nous ignorons. Qu'importe. Donc, on vous invite à être là. Ils ont ouvert le stade à pleine capacité. Venez acheter les billets dans la 6, qu'on n'ait pas des rouges dans nos pattes. Ce serait vraiment agréable. Vous allez voir, c'est quoi envie de me pogner. Pour ceux qui ne sont jamais venus dans 6, c'est peut-être le bon moment pour le faire. Venez vous installer avec nous autres. Au pire, descendez un peu plus bas si vous voulez être assis. Là. Mais vous allez voir que la proximité du jeu avec les estrades côté montagne, c'est autre chose que la protection du toit. On est au centre, on est plus proche et on n'a pas d'angle mort. Puis tout le monde autour de nous autres trippe et jase de football. Qu'est-ce que tu veux de plus? Hein? Puis quand on crie après les joueurs, ils nous entendent. Exactement. Donc, comme je disais, c'est un rendez-vous ce dimanche. Évidemment, il n'y a pas de tailgate, mais les montagnards, tels des adolescents dans une Corvette dans les années 60, iront faire du parking. Donc, on vous invite à venir vous y stationner pour faire votre affaire. On n'organise rien. On ne dit pas qu'on n'aura pas des barbecues. On ne dit pas qu'on a des barbecues, puis des tentes, puis des affaires. Nous, on fait notre affaire. Moi, je fais mon affaire. On va être là s'il y en a qui veulent s'inscrire. Il n'est pas trop tard pour s'inscrire au Montagnard. Nous aurons une tente dans les jardins, par contre. C'est une rumeur. On attend confirmation. OK. On attend confirmation là-dessus. Mais oui, ça se pourrait que pour une première fois, les montagnards aient pied à terre à l'intérieur du Sepsum. On est bien énervé de ça. Fait que surveillez nos médias sociaux.
Nous ferons une déclaration en grande pompe le moment venu. Tam, François, un gros merci encore. On se voit cette fin de semaine pour apprécier le spectacle. Au sec, ce coup-là. Au sec, je l'espère. Si vous voulez vous joindre aux Montagnards, eh bien, vous pouvez aller sur notre page Facebook. L'inscription annuelle est de 20 $. La totalité du montant cette année va aller au programme de bourse des Montagnards qui supporte 2 étudiants athlètes des Carabins de l'Université de Montréal. Je peux déjà annoncer que nous allons faire la remise de la bourse lors du match de demi-finale de la Coupe Dunsmore qui sera tenu à Montréal dans 3 semaines environ, si mes calculs sont bons. Et pour nous suivre, Facebook, Twitter, Instagram, @montagnardmtl et sur YouTube, Les Montagnards Montréal pour voir toutes nos petites vidéos ainsi que ce podcast. Encore une fois, merci à SPG. On se voit tout le monde dimanche au Sepsum. Bonne semaine. Allez les Bleus!